Bonjour, comment va la vie? J'espère qu'elle va bien, que vous vous portez bien. Nous sommes le samedi 25 septembre et nous allons passer ce week-end ensemble. Demain, on sera en compagnie de la seule Française qui soit allée dans l'espace. Il s'agit de Claudia Agneray. Je vais vous présenter mon invité. On va passer une heure succulente avec lui, ça c'est certain. C'est une chose assurée. C'est Éric Emmanuel Schmitt. On l'a déjà rencontré à plusieurs reprises sur ce plateau Thé au Café. Il est normalien, il est philosophe, il est dramaturge, il est écrivain, il est réalisateur, il est tout à la fois. Et la chance lui sourit. Est-ce qu'on peut dire ça de vous? Oui. Ouais. Ah oui. Ouais. J'aurais jamais pensé que j'allais avoir la vie que j'ai. La vie a été vraiment généreuse avec moi. Moi, je m'étais organisé pour avoir une vie de professeur à l'université qui enseigne la philosophie, ce que j'adore, et j'adore l'enseignement. Et puis, dès que j'ai écrit... le succès est arrivé. Le succès est arrivé, j'ai eu la possibilité de passer mon temps à écrire, et du coup, je ne me suis pas contenté d'écrire, je me suis aussi mis au cinéma. Oui, quelle chance, quelle chance. C'est un musicien aussi. Il adore surtout les musiciens. Oui. Mais vous avez vu, il y a un piano d'ailleurs derrière vous, un joli piano blanc, parce que Éric Emmanuel Schmitt joue du piano. Oui, et il y aura, je vous coupe, parce que tout de suite la crainte, l'épreuve, il y aura une chef d'orchestre renommée qui s'appelle Claire Gibault qui viendra nous rejoindre. Et on parlera bien sûr de Beethoven, puisqu'il s'agit de Beethoven. J'adore ce titre, Quand je pense que Beethoven est mort, alors que tant de crétins vivent. C'est nous les crétins. Et moi Bon. C'est une phrase de mon professeur de piano. Un jour où nous avons déchiffré ensemble une œuvre de Beethoven qui nous avait exaltés, enthousiasmés, enfiévrés, et on finit en nage. Et sur le dernier accord, il y a un silence qui est là. C'est le silence qu'il y a après un morceau, c'est comme le respect pour la musique. Et puis il fallait en sortir de ce silence. Et tout d'un coup, elle me dit, quand je pense que Beethoven est mort alors que tant de crétins vivent. Et cette phrase m'a à la fois amusé et effrayé parce que elle avait l'air de dire, si on n'est pas un génie, on ne peut pas vivre. Alors là, j'étais un peu inquiet. Et en fait, non, ça voulait dire qu'il y a quand même des êtres qui nous apportent énormément. Qui sont au-dessus de nous tous. Si je remonte à votre enfance, en 3 mots, si je vous dis l'ours Bertrand. Mon Dieu. Oui, c'était mon petit ours. Et d'ailleurs, dans Oscar et la Dame Rose, j'ai donné à Oscar un petit ours qui s'appelle Bertrand aussi. Je crois que j'ai mis très longtemps à le quitter, cet ours. Vous l'avez encore aujourd'hui? Non, je crois qu'il est toujours chez mes parents. Alors si je vous dis le balcon de l'avenue Value, c'est ça, à Lyon? Oui. Ah, ça, c'est mon enfance, c'est-à-dire que, vous savez, à Lyon, il y a 2 collines, la colline qui travaille et puis la colline qui prie. Moi, je suis né sur la colline qui prie. Et mes parents habitaient jusqu'à ce que j'ai l'âge de 8 ans un immeuble qui dominait totalement comme ça la ville et la vallée lyonnaise. Dans le lointain, on apercevait les Alpes. Et je me dis toujours que c'était important toutes ces heures que j'ai passées sur ce balcon parce que je voyais la vie comme au théâtre. Comme un décor en dessous, et je me dis que si je suis philosophe et si je suis dramaturge, c'est parce que j'étais dans cette baignoire là, comme au théâtre, et puis ça explique le dramaturge, et puis aussi j'ai cherché le point de vue qui permet de comprendre les choses, qui est le point de vue du philosophe. À côté voyeur aussi? Non, enfin oui. Forcément. Mais oui, bien sûr, je suis la curiosité des autres. Je serais pas écrivain si j'avais pas une curiosité infinie des autres. Autre mot, bec de lièvre. Ah. Ça, c'est un moment moins drôle. Ben, c'est-à-dire, je suis né, pas fini. Puisque maman avait été malade en fait pendant quelques jours et c'était au moment où le nez et les lèvres se formaient. Et donc quand je suis né, on a cru que j'avais un bec de lièvre et mon père qui est paranoïaque pour 18 personnes s'est dit voilà, il va aussi avoir un retard mental. Et alors du coup... Ce qui est vrai. Ben, tout à fait vrai. Mais alors du coup ils m'ont stimulé tellement ils avaient peur que voilà, je sois pas là, pas fini, pas... Ils vous ont beaucoup protégé? Oui, énormément. Pour cette raison-là, notamment? Non, la première protection, c'est l'amour. C'est-à-dire que j'étais heureux avec eux, je savais que j'étais aimé, je savais que j'avais des défauts, mais qu'on m'aimait quand même. Et c'est un capital pour la vie extraordinaire. Souvent, moi, mes proches, mes amis, sont souvent des gens qui ont manqué d'amour.
parce que je crois que les contraires s'attirent. Et moi, j'ai un capital de confiance dans la vie qui vient de là, je pense. Mais néanmoins, vous avez eu une période rebelle. Ah bah, Ado. j'étais adolescent. Et alors, Ça se manifestait comment? par la dépression, par la violence, par l'insolence, par... Des envies de suicide? Oui, bien sûr. Parce que je trouve que l'adolescence, c'est le deuil, non pas de l'enfance, mais c'est le deuil de l'avenir. C'est-à-dire, quand on est enfant, on se projette des tas d'avenirs. Moi, quand j'étais enfant, je pensais que je serais à la fois archéologue, prince d'Angleterre, chef d'orchestre, pompier, vétérinaire, tout. Et peu à peu, les choses se Et réduisent? peu à peu, ça se réduit. On se rend compte qu'on a ce corps-là, c'est avec ça qu'il va falloir séduire. On n'est pas forcément d'accord. On découvre ses pulsions, on découvre ses désirs. Et puis la vie se précise, c'est-à-dire qu'on est dans un entonnoir. Il y a des études qui vont nous amener sans doute à ça dans la vie. Alors on cesse de la rêver, la vie. On est obligé de l'accepter, même si on la construit. Et c'est un moment terrible. C'est normal que les adolescents reculent. Alors ils reculent parfois dans les paradis artificiels, ils reculent parfois dans Internet aujourd'hui. Et puis parfois ils reculent carrément avec des envies suicidaires. Moi, j'avais ça. Et fort heureusement, c'est la musique qui m'a sauvé. Notamment ceci? Mozart, Les Noces de Mozart, Figaro. Les Noces de Figaro, voilà. Un jour, je suis arrivé... grâce à un professeur, à une répétition des Noces de Figaro à l'Opéra de Lyon. C'était une répétition, les chanteurs étaient en costume de ville, la lumière était une lumière de service, c'est-à-dire moche. Et donc j'ai trouvé ça totalement ringard et horrible. Et puis une femme est entrée sur scène, que j'ai trouvée d'ailleurs un peu trop grosse et un peu empruntée. Et quand elle s'est mise à chanter, elle a cessé d'être grosse, elle a cessé d'être empruntée, elle est devenue absolument sublime. Et elle chantait du Mozart. Et moi, à mesure qu'elle chantait, je renaissais. C'est-à-dire que la beauté sauve le monde. C'est-à-dire que je me disais, alors s'il y a des choses aussi belles, j'ai peut-être resté un peu. Et puis plus tard, il y a eu cet homme. Regardez cette photo. Cyrano de Bergerac et Jean Marais. Eh oui, ça c'est la passion pour le théâtre qui arrive. Ma mère me pose au théâtre, elle n'avait pas pu avoir de place pour elle, donc elle préfère que ma sœur et moi nous allions voir Cyrano. Et tout d'un coup, je découvre le théâtre et je suis bouleversé, c'est-à-dire que l'histoire de cet homme, Cyrano, qui ne croit pas qu'on peut l'aimer parce qu'il a simplement un nez énorme, eh bien, c'est pas mon histoire, parce que moi, je suis un enfant aimé, je le sais. Et du coup, je m'attendris sur quelqu'un d'autre que moi, et je pleure. Et ce sont mes premières larmes philanthropiques, c'est mes premières larmes humanistes. À l'adresse d'un autre. D'un autre. Et ça, c'est bouleversant parce qu'on se sent lié tout d'un coup. Pour moi, le théâtre est un lieu de fraternité, un lieu où on vibre ensemble sur la condition humaine. On se rend compte qu'on est des petits hommes, des petits êtres, mais on essaye de chercher ce qu'il y a de grand dans ces petits êtres. Et voilà, j'étais bouleversé par Cyrano. En sortant, j'ai dit à maman, je veux faire ça. Elle me dit, quoi, tu veux être acteur comme Jean Marais? Je dis, non, non, Edmond Rostand.